Là aussi, je crois que le président Tshisekedi a raison, qu'il a même le devoir de le dire à haute voix, parce qu'il doit défendre la souveraineté de son pays, parce qu'il doit défendre le territoire national. S'il ne le fait pas, c'est lui qui sera emporté, croyez-moi. La situation actuelle au Congo, je crois qu'elle doit donner matière à réflexion au président de la République congolaise, Tshisekedi, qui doit tenir compte de l'opinion. Et jusque-là, je crois qu'il le fait bien, même si au départ, il traînait les pieds, même si au départ, il donnait l'impression de ne pas connaître Kagame assez ou de faire montre de naïveté ou de faiblesse. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, je pense que le président Tshisekedi a compris, parce qu'il n'est pas seul, parce qu'il a des conseillers qui connaissent la situation dans la région, des conseillers qui connaissent le Rwanda, qui connaissent l'histoire de cette région et qui disent, Monsieur le Président, c'est maintenant ou jamais. Si on ne le fait pas, c'est nous qui allons être balayés par les agresseurs et puis on n'en parlera plus. C'est maintenant ou jamais. Le peuple congolais en a besoin. Le peuple congolais y a droit. En plus, on ne peut pas oublier quand même que pendant des années, l'armée rwandaise, avec ses alliés ougandais et autres, a commis des crimes innommables en RDC. Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de nature génocidaire, comme l'a rapporté le rapport Mapping. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas oublier que des millions, plus de 10 millions de Congolais ont été fauchés par les guerres que le Rwanda a menées au Congo. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas oublier que des centaines de milliers de femmes ont été violées au cours de toutes ces guerres. C'est ce que demande souvent le docteur Mukwege que nous soutenons. D'ailleurs, je profite de cet instant pour demander aux patriotes rwandais, aux organisations de l'opposition rwandaise, de continuer à apporter leur soutien aux patriotes congolais et pour exiger le retrait des M23 et de l'armée rwandaise de RDC, qui ne fait que raviver les haines entre nos peuples, alors que, qu'on le veuille ou non, nous sommes amenés, nous sommes condamnés à vivre ensemble parce que nous sommes des voisins naturels. On ne peut pas séparer le Congo du Rwanda, mais le Rwanda ne devrait pas avoir besoin d'aller massacrer les Congolais pour survivre. Il est vrai que le Rwanda a un train de vie de luxe supérieur au train normal qu'il devrait avoir grâce au pillage du FPR et de Kagame en RDC. Mais il est aussi vrai que le Rwanda peut, je pense, vivre de ses propres moyens et du travail de ses populations sans devoir aller massacrer les Congolais. Et nous condamnons avec la dernière énergie les actions du FPR de Kagame en RDC. Nous soutenons vraiment les recommandations de Luanda et nous félicitons le président Lorenzo et le président Macky Sall qui ont pris cette initiative. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Bonsoir à tous et à toutes nos téléspectateurs et auditeurs de La Voix des Grands Lacs où vous êtes. Je suis avec l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, bonsoir. Bonsoir, monsieur Claude-Marie Kaitare. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur l'ambassadeur. Nous avons cet après-midi deux dernières nouvelles que nous voulons un peu élaborer avec vous. Nous avons appris que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a démissionné
ou est en voie de démissionner. Si vous avez appris les mêmes nouvelles, Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous en dites? Bien, je vous remercie beaucoup. A priori, ça ne devrait pas nous préoccuper tant parce que c'est une affaire interne à la Grande-Bretagne, mais en même temps, Boris Johnson était au Rwanda il y a à peine une semaine au sommet du Commonwealth. Il a été la star au cours de ce sommet. Il s'est notamment distingué en prononçant un discours tellement élogieux à l'égard de Paul Kagame, le traitant pratiquement du plus grand démocrate du monde, disant que le Rwanda était un pays stable, que Paul Kagame avait fait réaliser des miracles dans son pays et que de toute façon, les projets engagés ensemble, il faut comprendre là, le contrat de trafic d'êtres humains, en l'occurrence de réfugiés étrangers de Grande-Bretagne vers le Rwanda, que ce projet allait continuer sans souci, alors que nous l'avions critiqué, nous l'avions rejeté, tout autant d'ailleurs que le Haut Commissariat aux réfugiés et à la communauté internationale en général, sans oublier les députés britanniques eux-mêmes, y compris dans le propre parti de Boris Johnson. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise. Nous, on attendait que quelque chose bouge. Bien sûr que ce n'est pas la seule raison, mais ce projet de transfert de réfugiés au Rwanda a aussi ravivé quelques inimitiés cachées au niveau de son gouvernement, au niveau du gouvernement de Boris Johnson. Plus la corruption et les mensonges qu'il a multipliés devant les parlementaires, et en jurant par tous les noms qu'il disait vrai, alors que à la fin, tout le monde, y compris ceux qui avaient gardé ses secrets, ont fini par dire la vérité. Donc, il était absolument incontournable qu'il puisse démissionner pour ne pas gêner le reste de son gouvernement et la Grande-Bretagne en général. Je vous rappelle que le prince Charles lui-même avait opposé une sorte de veto, même s'il n'a pas la compétence pour le faire. Et lorsque le fils de la reine, qui est la patronne du Commonwealth, en réalité, lorsqu'il est contre un projet comme celui-là, ça peut influencer une certaine opinion en Grande-Bretagne. Donc pour moi, ce n'est qu'une réponse tout à fait favorable à tout ce que nous demandions Boris Johnson. Kagame devrait le suivre. S'il était aussi raisonnable, si on était dans un pays démocrate, eh bien, Paul Kagame devrait suivre Boris Johnson. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. On attend la mise en place d'un nouveau gouvernement, enfin d'abord d'un nouveau patron du Parti des conservateurs à la place de Boris Johnson, et puis la nomination par la reine d'un nouveau Premier ministre. Monsieur l'ambassadeur, comme vous venez de le dire, Boris a démissionné juste une semaine après le sommet du Shogam à Kigali, après la passation de la présidence à Paul Kagame et l'échec, comme vous venez de le dire, l'échec de l'accord d'envoi des immigrants au Rwanda. Vous pensez que la résignation qui vient de passer, est-ce que ça n'a rien à voir avec le Rwanda? D'autant plus que le prince Charles n'était pas d'accord avec ce genre de décision d'envoyer les immigrants au Rwanda. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur l'ambassadeur? J'ai fait allusion à cela. Hein. J'ai dit que, entre autres oppositions à ce projet sinistre, il y avait le prince Charles qui s'était prononcé contre le projet de transfert de réfugiés en le traitant d'inhumain et d'antisocial. J'ai aussi cité, bien sûr, le Haut Commissariat aux réfugiés et j'ai cité l'opposition britannique, c'est-à-dire les travaillistes. Mais j'ai cité aussi une partie du propre parti de Boris Johnson, des conservateurs. Et puis, il y a eu cette cascade de démissions après la découverte des différents mensonges de Boris Johnson et les scandales qu'il n'a qu'accumulés pendant la première partie de son mandat.
il était vraiment normal et de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement. On ne peut pas diriger un pays sans le soutien de son propre parti, sans le soutien de la majorité. Même si on avait une partie de sa majorité, il faut tenir compte dans un pays comme la Grande-Bretagne du reste de l'opinion, parce que ce n'était pas des scandales anodins. Ceci dit, est-ce que cela aura une implication sur l'avenir du Commonwealth? Pas vraiment, mais il y a quand même quelque part un chaînon qui manque, parce que Paul Kagame avait bâti aussi son projet Commonwealth sur le soutien de Boris Johnson. Attendons voir si le remplaçant de Boris Johnson et les autres membres du Commonwealth vont continuer à soutenir Paul Kagame comme président en exercice du Commonwealth. Monsieur l'ambassadeur, on a appris qu'hier, il y a eu des accords pour une des escalades entre la République démocratique de Congo et le Rwanda. Et il paraît que ces accords de Luanda, dirigés par le président Joao Lourenço, comme médiateur, honorable ambassadeur, on a dit que il paraît que le M23, les rebelles en question, ne sont pas d'accord, ne sont pas contents de ces accords. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites, monsieur l'ambassadeur? Avant d'en arriver à la position de M23, d'abord, je commence à dire que c'est le contraire qui m'aurait étonné, en fait, parce que le M23, ça veut dire le FPR. Nous connaissons la manière de faire du FPR et donc du M23. En ce qui concerne les négociations en général, c'est le talk and fight. C'est-à-dire, ils donnent l'impression de discuter, de dialoguer, mais en réalité, ce qui importe, c'est la lutte, c'est la guerre. Donc, ça ne m'étonne pas que Luanda soit un peu égal à Kampala ou Arusha à l'époque des négociations. Je pense que c'est une réaction tout à fait normale de ce qu'on appelle les M23, c'est-à-dire de Kagame en fait. On va d'abord peut-être parler de ce sommet. C'est un sommet qui avait été convoqué ou organisé par le président d'Angola en tant que président en exercice du CIRGL, hein, donc des pays des Grands Lacs en fait, mais à la demande du président Macky Sall, le président en exercice de l'OUA. Donc, c'est quelque part un sommet organisé, souhaité par le président en exercice de l'OUA, et donc avec la bénédiction du président de l'OUA et de l'Union africaine. Ça, c'est une première chose qu'il faut relever. Le président Lourenço ne s'est pas levé un matin pour dire, écoutez, chers homologues, venez à Luanda, on va parler, on va discuter, on va prendre un verre. C'est au niveau de l'OUA, excusez-moi de toujours parler de l'OUA, c'est l'organisation de l'unité africaine en fait. Quand on dit unité africaine, moi j'ajoute organisation qui s'occupe de l'unité africaine et puis c'est l'ancien sigle. L'Union africaine. Voilà, exactement. Nairobi, c'était les pays de l'EAC, East African Community. C'est le président Kenyatta qui était à la manœuvre. C'est aussi le président Museveni qui influençait tout le monde au profit de lui-même et de ses alliés du FPR. C'est évident. Donc, la première chose que je fais remarquer, c'est que ces négociations qui auraient dû se passer en toute logique à Nairobi, parce que jusque-là, l'affaire du M23, Kigali, FPR, c'était discuté au niveau de la communauté est-africaine. Et donc, c'est déjà, pour moi, c'était un pas énorme que le dossier se déplace et soit discuté à Luanda sous l'auspice du président en exercice de l'OUA. Je dirais OUA souvent, par mégarde, mais c'est un sigle que moi je préfère à l'unité africaine. L'unité, c'est l'objet, mais nous parlons d'organisation. Et donc, le président Lourenço, en plus, a une longue expérience en matière de négociation. Lui-même, c'est un ancien combattant de la liberté, un Angolais qui a participé à beaucoup de négociations qui impliquaient la guerre et la paix.
C'est un président qui est déjà intervenu dans les conflits de cette région, Ouganda, Rwanda, mais il est aussi, en l'occurrence, président en exercice du CIRGL. Donc, il est important que cela soit noté. Autre élément, c'est que l'Angola est membre de la SADC. Et nous savons tous l'importance de cette communauté dans cette région concernant notamment le conflit entre le Rwanda et le Congo. Alors, pour ne pas être long, les conclusions de ce sommet démontrent aussi que s'il y avait ou s'il y a bonne volonté et s'il y a une volonté politique vraiment de résoudre la question, donc pour moi, c'est une condition indispensable pour que les résultats soient tangibles et efficaces. Il fallait qu'il y ait d'abord la volonté politique des deux parties. Parce que moi, je parle de deux parties. Le M23 n'est pas parti à ce conflit. C'est l'outil, c'est le bras armé de la guerre que le FPR de Paul Kagame mène au Congo depuis bientôt 26 ans, 25 ans. Et donc, il a bien fallu que Kagame lui-même aille à Luanda, d'abord parce que ses homologues l'ont invité en cette qualité, président de la République rwandaise, mais aussi concerné par la question du M23, parce que mise en cause par la RDC et par le président Tshisekedi lui-même, parce que mise en cause aussi par l'ensemble des chefs d'État africains. Donc, c'est heureux déjà que le président Paul Kagame ait répondu à l'invitation de Luanda. Sinon, il aurait pu dire, écoutez, vous m'invitez pour faire quoi? Parce que moi, je n'ai aucun problème avec la RDC, comme il le dit souvent. D'ailleurs, je rappelle que 3 jours avant la réunion de Luanda, Paul Kagame, s'adressant à des journalistes c'est la RDA, radio-télévision rwandaise en fait, hein, il avait dit que lui n'avait rien à voir dans cette histoire, que c'est une histoire purement congolaise, que la question du M23 est un problème interne au Congo. Il avait d'ailleurs traité le président Tshisekedi d'irresponsable. C'est le terme qu'il a utilisé en parlant de son homologue congolais. Mais il a fini par plier et se rendre à Luanda. Or, il semble, d'après toutes les conclusions qui ont été rendues publiques, d'après le travail excellent de certains communicateurs congolais et aussi de certaines fuites médiatiques, qu'en fait, le sujet, pendant toute cette rencontre, n'est concerné que le M23, la présence du M23 sur le sol congolais, l'agression rwandaise à travers le M23. C'est à travers les conclusions de ce sommet, d'ailleurs, qu'on voit qu'effectivement, plusieurs choses ont été dégagées. Un, que le président Kagame a dû reconnaître son rôle, qu'il a reconnu que le M23 était d'émanation rwandaise, sinon il n'aurait pas accepté les conclusions de ce sommet, où l'on parle de retrait du M23 de toutes ses positions actuelles pour retourner où il était. Paul Kagame, quelque part, tacitement, a accepté que le M23 était son émanation, que c'était lui qui finançait et qui encourageait ou alors qui carrément finançait le M23. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le fait qu'on parle de retrait des M23, de ses positions acquises toutes ces dernières années sur le territoire congolais, c'est une acceptation, là aussi tacite, que le M23 n'est pas un mouvement congolais. Et celui qui représentait le M23 à Luanda, c'était Paul Kagame. Un autre point qui m'a beaucoup intéressé, c'est la conclusion à laquelle ils ont abouti concernant les réfugiés rwandais. Les réfugiés rwandais en RDC n'ont jamais demandé à rester au Congo. Ils ont toujours demandé leur rapatriement, mais dans la dignité et la sécurité. Les M23, en revanche, eux font la guerre aux forces militaires congolaises, à l'armée congolaise. Les réfugiés rwandais ne se battent pas contre les forces congolaises,
n'attaquent pas les populations congolaises, tout ce qu'elles demandent, c'est de rentrer dans leur pays, encore une fois dans des conditions de sécurité et de dignité. Donc là, c'est une conclusion tout à fait logique que le Rwanda et le Congo acceptent le principe du rapatriement des réfugiés. Mais comment ce rapatriement va-t-il se faire? À quoi se sont-ils engagés tous les deux? C'est à voir. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a des conditions, bien sûr, au rapatriement de nos compatriotes qui sont en RDC, parce que nos compatriotes ne constituent pas un troupeau de chèvres ou de moutons ou de vaches qu'on conduit là où on veut en disant on va traverser la frontière, vous allez paître ailleurs. Ce sont des êtres humains qui ont fui leur pays, comme de nombreux autres réfugiés à travers le monde. On ne peut pas les rapatrier de force. Donc, il est évident que Kagame, s'il est de bonne foi, ou s'il a adhéré en tout cas aux conclusions du sommet de Luanda, cela veut dire que Kagame accepte que la question des réfugiés rwandais en RDC soit discutée entre le Rwanda et le Congo. C'est tout à fait normal. Le Congo ne peut pas accepter que des réfugiés restent éternellement sur son territoire, que le pays dont ils sont originaires ferme les portes ou disent donnez-nous ces gens-là, ce sont des génocidaires. Mais il n'a qu'à fournir la liste des génocidaires et puis on verra. La justice existe au Congo. Le gouvernement congolais peut, si la liste des génocidaires se fait, juger et voir si cela vraiment correspond à des faits réels. Donc, la question des réfugiés rwandais, c'est plutôt bienvenu, à mon avis. Nous souhaiterions tous, en tant que réfugiés, rentrer dans notre pays. Mais dans quelles conditions? Et c'est là que Paul Kagame doit dire quelque chose. Est-il prêt au rapatriement volontaire et non forcé des réfugiés rwandais? Est-ce que le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, s'engage à participer à ce rapatriement et pour garantir aussi la sécurité de ceux des réfugiés qui seraient rapatriés au Rwanda? Parce que le Congo n'est pas responsable. Le Congo n'est pas responsable de l'exil des ressortissants rwandais. Il les a reçus, le Congo les a bien reçus. Il continue maintenant au pays d'origine de prendre ses responsabilités. Pour moi, c'est essentiel. Maintenant que, par rapport à la question que vous m'avez posée au début, que le M23 ait rejeté l'accord de Luanda, cela veut dire une chose, c'est que Kagame lui-même ne les accepte pas. Il a parlé, il a écouté, et moi je m'attendais à ce que Kagame, en arrivant à Kigali, dise, écoutez les gars, débrouillez-vous, moi je n'ai rien à voir avec vous. C'est Kagame, ça, c'est le FPR, c'est comme ça qu'il discute, c'est comme ça qu'il négocie. Je suppose que le président Tshisekedi le sait, et je suppose qu'il a une alternative. C'est pour dire en fait que ce qui reste à faire, c'est de bouter dehors les agresseurs du M23, mais qui en réalité représentent le gouvernement rwandais et l'armée rwandaise au Congo. C'est la seule logique. Si le Rwanda et le M23 refusent la décision de Luanda, ce qui reste, c'est la voie militaire. C'est comme ça que je vois les choses. Monsieur l'ambassadeur, vous parlez de la question des réfugiés, mais avant même d'arriver là-bas, nous avons un problème de Kagame que vous connaissez très bien depuis des années. Et le Kagame qui toujours essaie de jouer le caméléon. À partir Kagame, c'est quelqu'un qui ne parle pas la langue de négociation. Vous le connaissez depuis Séré, Paris, Dar es Salaam, Arusha. Il change tout le temps. Et puis, nous avons le M23 qui, soi-disant attaché à Kagame, qui dit que non, nous n'acceptons pas ce qui va sortir de ces négociations de Luanda. Je ne sais même pas s'ils sont représentés là-bas, mais Kagame, qui ces derniers jours refusait de négocier parce qu'il disait qu'il n'a rien à voir avec le M23, il n'a rien à voir avec la guerre au Congo, alors il a accepté d'aller, mais le
M23, derrière, son porte-parole a dit qu'ils ne vont pas accepter. Est-ce que vous ne pensez pas que Kagame a commencé à jouer le même jeu qu'il a joué entre le FPR et le gouvernement rwandais de président Juvenal Habyarimana, monsieur l'ambassadeur? C'est exactement le même jeu et personnellement, je m'en étais exprimé à ce sujet dans les mêmes termes. Hein. Kagame joue avec le temps, il observe, il écoute son interlocuteur, il cherche le meilleur moyen de l'abattre pour arriver à ses fins. Abattre, ça peut vouloir dire faire une guerre ouverte au Congo. Il semble qu'il y ait plusieurs bataillons tout autour de Goma et dans la zone frontalière entre Goma et Bunagana, côté rwandais. Il semble qu'il y ait beaucoup de militaires rwandais qui attendent. Est-ce qu'ils sont allés pour juste observer ou attendre qu'il y ait une attaque à partir du Congo? Une attaque que le Congo n'a jamais annoncée? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'en allant à Luanda, en participant à une journée de discussion sur le M23 et en acceptant, parce que lui n'a pas encore rejeté les conclusions de Luanda, ça veut dire qu'il les accepte. S'il a accepté de parler au nom du M23, c'est qu'effectivement, il a des responsabilités. Et c'est là qui est attendu. Kagame, soit il dénonce la journée qu'il a passée à Luanda en disant qu'il n'était pas concerné, qu'il était allé en voyage d'affaires ou touristique, soit il prend ses responsabilités. Je vous ai dit que pour moi, Luanda, c'est la dernière chance qui est donnée à Paul Kagame et au M23. Soit le M23 et Kagame et le FPR ont des moyens tellement importants, je parle en termes militaires, pour ne pas s'inquiéter de la riposte congolaise, soit ils s'engagent dans une logique qui risque de les perdre à jamais. Or, moi, je pense que même si le Rwanda a sans doute des armes sophistiquées, une armée, semble-t-il, aguerrie, et les moyens psychologiques de pouvoir désorienter l'adversaire, je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais et l'armée congolaise, et les autorités congolaises d'ailleurs, sont aussi prêts à en découdre avec les agresseurs. Je pense vraiment qu'on doit faire très, très attention et j'appelle la communauté internationale, si elle existe vraiment, lorsqu'on parle de la RDC et de la région des Grands Lacs. Monsieur l'ambassadeur, nous avons de l'autre côté le président Félix Tshisekedi qui a dit, j'ai vu quelque part sur Twitter ce matin, qui a dit que Kagame doit d'abord, c'est une condition, doit d'abord accepter ou nier, démontrer qu'il n'a rien à voir avec le M23. Ça, c'est une condition que le président Tshisekedi a donnée. C'est exactement cela. S'il a été à Luanda, s'il a discuté avec ses deux homologues angolais et congolais à propos du M23, et s'il a pris des responsabilités, parce que vous savez, le président Lorenzo et le président Tshisekedi ne sont pas des enfants, ils ne sont pas nés d'hier. Hein. Ce sont des adultes, ce sont des hommes d'État qui ont écouté Kagame. Kagame a dit aussi donner des assurances, accepter quelque part sans le dire, parce que Kagame n'acceptera jamais de dire que toutes les agressions émanent de son gouvernement et de son armée. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, même en 96, 97, alors que tout le monde savait qu'ils étaient là, Kagame et son armée disaient que c'était des rebelles, qu'ils ont peut-être bénéficié d'une certaine aide, que c'était des Congolais qui se battaient contre le président Mobutu, jusqu'au moment où Kabarebe est apparu comme chef d'état-major de l'armée congolaise. Après, on l'a vu aussi dans les années 2003, et il y a eu plusieurs rapports d'experts qui dénonçaient la présence rwandaise au Congo. Kagame n'a jamais accepté et n'a jamais reconnu ses responsabilités. Mais il a fini par se plier et par retirer ses troupes. Donc, là aussi, je crois que le président Tshisekedi a raison, qu'il a même le devoir de le dire à haute voix, parce qu'il doit défendre la souveraineté de son pays, parce qu'il doit défendre le territoire national. S'il ne le fait pas, c'est lui qui sera emporté, croyez-moi. La situation actuelle au Congo
je crois qu'elle doit donner matière à réflexion au président de la République congolaise, Tshisekedi, qui doit tenir compte de l'opinion. Et jusque-là, je crois qu'il le fait bien, même si au départ, il traînait les pieds, même si au départ, il donnait l'impression de ne pas connaître Kagame assez ou de faire montre de naïveté ou de faiblesse. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, je pense que le président Tshisekedi a compris, parce qu'il n'est pas seul, parce qu'il a des conseillers qui connaissent la situation dans la région, des conseillers qui connaissent le Rwanda, qui connaissent l'histoire de cette région et qui disent, Monsieur le Président, c'est maintenant ou jamais. Si on ne le fait pas, c'est nous qui allons être balayés par les agresseurs et puis on n'en parlera plus. C'est maintenant ou jamais. Le peuple congolais en a besoin. Le peuple congolais y a droit. En plus, on ne peut pas oublier quand même que pendant des années, l'armée rwandaise, avec ses alliés ougandais et autres, a commis des crimes innommables en RDC. Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de nature génocidaire, comme l'a rapporté le rapport Mapping. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas oublier que des millions, plus de 10 millions de Congolais ont été fauchés par les guerres que le Rwanda a menées au Congo. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas oublier que des centaines de milliers de femmes ont été violées au cours de toutes ces guerres. C'est ce que demande souvent le docteur Mukwege que nous soutenons. D'ailleurs, je profite de cet instant pour demander aux patriotes rwandais, aux organisations de l'opposition rwandaise, de continuer à apporter leur soutien aux patriotes congolais et pour exiger le retrait des M23 et de l'armée rwandaise de RDC, qui ne fait que raviver les haines entre nos peuples, alors que, qu'on le veuille ou non, nous sommes amenés, nous sommes condamnés à vivre ensemble parce que nous sommes des voisins naturels. On ne peut pas séparer le Congo du Rwanda, mais le Rwanda ne devrait pas avoir besoin d'aller massacrer des Congolais pour survivre. Il est vrai que le Rwanda a un train de vie de luxe supérieur au train normal qu'il devrait avoir grâce au pillage du FPR et de Kagame en RDC. Mais il est aussi vrai que le Rwanda peut, je le pense, vivre de ses propres moyens et du travail de ses populations, sans devoir aller massacrer les Congolais. Et nous condamnons avec la dernière énergie les actions du FPR de Kagame en RDC. Nous soutenons vraiment les recommandations de Luanda et nous félicitons le président Lorenzo et le président Macky Sall qui ont pris cette initiative. Voilà, chers auditeurs, téléspectateurs de La Voix des Grands Lacs, attendons et voyons, c'est juste le commencement. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup à faire, mais aussi c'est à nous d'observer et de voir, parce que nous connaissons très bien notre président Kagame et nous savons très bien les magouilles qu'il joue chaque jour. Attendons voir, c'est comme ça que je peux clôturer cette émission en remerciant monsieur l'ambassadeur qui a accepté notre invitation. Laissez-moi terminer ce soir sur ce point. Je vous remercie et je vous invite à continuer à suivre nos émissions et surtout à aimer et partager ce que nous vous partageons. Comme ça, on aura aussi des idées qui viennent de votre côté. Je vous remercie. C'est moi, Claude Marie-Pénal Kaitare, à partir de Pretoria. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?